bienvenue. Merci à tous de nous prendre en marche sur Presse Éco, votre émission hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débat autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs, mes invités qui sont des hommes de médias, des analystes. Donc avec eux, nous refaisons l'actualité pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler en rétrospective, bien sûr, sur deux grands sujets qui ont marqué l'actualité en 2021. Il s'agit donc de la question de la réconciliation nationale et de la situation sécuritaire nationale. Nous allons donc parler de ces deux sujets-là pour ce premier numéro de Presse Éco de l'année 2022. Merci en tout cas à vous tous de nous prendre en marche et de rester confiants avec nous. Je suis avec mes invités autour de ce plateau-là. J'ai Maître Kelem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche international de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être là. Et puis enfin, dernier invité, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Donc avec eux, nous allons faire cette rétrospective de l'année 2021 autour des deux sujets, bien sûr, la situation sécuritaire, comme vous le savez, et puis la question de la réconciliation nationale. Avec eux, donc, nous allons faire voir les acquis, les faiblesses, les forces, mais aussi les perspectives pour ces deux sujets importants qui font les priorités aujourd'hui de notre gouvernement et de la nation tout entière. Alors, je voudrais donc, pour commencer, au moins pour la question de tradition, parce que le président du Faso a eu donc un discours le 31 décembre. On va donc juste en un tour de table ici, mes invités pourront dire un mot sur le discours du président. Je résume. Le président a dit qu'il va donc, il a d'abord demandé au Burkinabé de multiplier les prières. Il a aussi annoncé la prise d'une loi organique. Un projet de loi sera donc soumis à l'Assemblée, une loi organique pour la question de la mise à plat des salaires. Et puis également, le président annonce bonne nouvelle, taux de croissance 2% du Burkina Faso au niveau de l'UEMOA. Donc c'est le premier pays en tout cas en tête par rapport aux autres États qui fait cette performance-là. Et puis au niveau également de la nation, des pupilles de la nation, il y aura une relecture de la loi pour prendre en compte les mineurs des personnes combattantes qui sont décédées. Et puis sur le plan judiciaire, le président fait quart des dossiers Thomas Sankara, Norbert Zongo, et puis également de la sécurité, le retour des populations dans les bases. Alors je voudrais donc vous laisser un tour d'étape très rapidement sur ce sujet-là. Évariste Faustin Concebo. Bien sûr. Nous avons suivi donc avec grand intérêt le discours donc, de notre chef de l'État. Dans le fond, c'est vrai qu'il a évoqué pas mal de perspectives, mais d'entrée, sur la forme, je pense qu'il y a une grosse erreur qui est passée en introduction, notamment que je pense que c'est les conseils économiques qui ont dit induire le chef de l'État en erreur. On l'a amené à confondre le taux d'inflation avec le taux de croissance. Parce que moi, quand j'ai entendu que le Burkina a fait un taux de croissance de 2%, mais je me suis référé tout de suite à la note mensuelle de conjoncture économique de la BCEAO. Et je sais qu'au dernier trimestre 2021, on était à 8 quelque chose %. Donc, on ne peut pas passer de 8 à 2%. Donc, je me suis posé des questions et en regardant et en réfléchissant... 8% de quoi Dans le taux de croissance prévisionnel, attendu, puisque okay, bon, c'est maintenant peut-être qu'on peut avoir les chiffres, c'est attendu. Alors, le président annonce un taux de croissance attendu de 2% qui serait le meilleur. La Côte d'Ivoire fait un taux à peu près de 14%, taux de croissance. Donc, je vais regarder et je vois que c'est une erreur, c'est une bourde. Et j'espère que bon, les communicants ou la présidence vont rattraper en fait cette gourde-là. Parce que le taux qui a été visé, c'est le taux d'inflation qui fait partie des critères de convergence qui doivent être inférieurs à 3. Et dans ces cas, oui, si on a fait 2%, on peut dire qu'on est parmi les meilleurs. Et ce n'est pas le taux de croissance. Ça n'a rien à voir avec le taux de croissance. Bon. Maintenant, c'est vrai qu'il a cité des défis, et notamment la masse salariale. Moi, j'aurais souhaité que Dame Sori, qui était à l'origine de ce chantier, maintenant qu'elle est là, elle était bien indiquée pour conduire vraiment ce chantier-là. On est tous d'accord que ça ne peut pas continuer. Il y a un dérapage, mais la question est de savoir comment on y fait. Moi, je serais curieux de voir, en fait, il parle d'une loi organique. Je serais curieux de voir si cette loi va rétroagir ou ne va concerner que l'avenir. Toujours est-il que nous attendrons de voir avec grand intérêt, parce que c'est vrai, quand vous regardez les proportions, on ne peut rien faire, puisqu'une fois qu'on paye les salaires, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus rien. Maintenant, là où j'ai trouvé un peu curieux, c'est qu'on combine un peu, il dit qu'il va convoquer, en fait, comment dirais-je,
la structure chargée en fait de dialoguer avec les partis politiques, le dialogue politique. Mais là, on fait glisser le thème sécurité en disant, mais aussi avec les élections. Moi, ça m'a un peu heurté parce que je pense que la priorité en fait des acteurs politiques actuellement, ce n'est pas les élections, mais c'est plutôt la sécurité. Mais on a couplé les deux, donc je dis tant mieux. Peut-être qu'on parlera plus de sécurité que d'élections. Maintenant, là où je trouve curieux aussi, c'est les procès annoncés. Parce qu'on lit vraiment le procès de Norbert Zongo à l'issue, en fait, qui est pendant devant la Cour européenne. Donc, je trouve que c'est pas... Bon, moi, je trouve, hein, même Maître Faraman, qui est l'avocat, a jugé, a estimé qu'on pouvait faire le procès de Norbert Zongo sans attendre la décision de la Cour européenne. Voilà. D'accord. Alors, Maître, sur le discours du président... Oui, bon... Alors, une relecture de la loi... sur les pupilles de la nation pour permettre de prendre en charge, par exemple, les enfants orphelins, mineurs des combattants VDP. Non, ça c'est une bonne chose, d'autant que le budget de l'armée a augmenté. Donc, je pense qu'il y a les moyens, n'est-ce pas, de prendre en charge les enfants, n'est-ce pas, de ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie, et aussi d'accroître le traitement des volontaires de la patrie pour les inciter. Et aussi des moyens pour susciter d'autres combattants, d'autres partisans, n'est-ce pas, de la défense de la patrie. Donc, je pense qu'avec vous avez tous appris, n'est-ce pas, qu'on n'est pas arrivé à épuiser le budget pour la défense. Donc, je pense que c'est par manque de vision. Et il y a les moyens. Mais quand on dit qu'on n'a pas épuisé, c'est en règle technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a des règles qui ne permettent pas d'avoir accès rapidement à cet argent, mais ça ne veut pas dire que l'argent est entassé et que ça ne peut pas... Ça suffit au point qu'on n'en veut plus. Écoutez, c'est eux qui votent les budgets, c'est eux qui connaissent les règlements, c'est eux qui savent par où passer. Comment s'est-il fait qu'à cause des règlements, on n'a pas pu dépenser? Mais ces procédures, on les connaît. On les connaît. Alors donc, il fallait s'y prendre à temps. Donc, la nation est en péril. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas une raison valable. Donc, deuxièmement, ce que je peux dire aussi, c'est qu'au niveau de la masse salariale, c'est trop. C'est trop. Je crois qu'au niveau de l'UEMOA, on a arrêté le taux de 35%. Ouais. Hein? Voilà. Et le Burkina était à 55% pratiquement. Maintenant, on est à 60% environ. Hein? On est à 60%. C'est trop ça. Il faut reconnaître que les fonctionnaires bouffent notre argent de telle sorte qu'il ne reste plus rien pour l'investissement. Or, un pays qui n'investit pas, la croissance d'une nation, c'est quoi? C'est les investissements qui entraînent d'autres investissements et qui entraînent la croissance de la nation. Or, qu'est-ce qui se passe ici? L'essentiel de notre budget est réservé à la consommation. Tout au plus, si les fonctionnaires, en percevant leur argent, investissaient burkinabé, consommaient burkinabé, ça pourrait être utile à la nation. Mais on remarque très souvent, cet argent, n'est-ce pas, payé aux fonctionnaires, sert à acheter des voitures au revoir la France, acheter des motos, des équipements venus de Dubaï, etc. Donc tout l'argent sort à l'extérieur. Donc les 60% du budget consacré au paiement des salaires, je peux dire que dans ces 60%-là, au moins 40% est destiné à l'extérieur. Et le pétrole, si vous achetez une voiture au revoir la France, vous allez mettre du pétrole dedans, vous allez acheter des pièces de rechange, et nous ne fabriquons rien de tout ça. Donc tout notre argent est destiné à l'extérieur. Il faut reconnaître que la masse salariale, il faut la comprimer. Ça, c'est une nécessité. Il y a une question aussi de non-rétroactivité ou rétroactivité de la loi. Comment ça se fait? C'est vrai qu'il y a eu une conférence des forces vives, mais est-ce que... Non, mais généralement, il faut reconnaître qu'il y a la préservation des droits acquis. Voilà. Donc, si on vote une loi, n'est-ce pas, ce n'est pas pour revenir sur les acquis, mais c'est pour les limiter. Est-ce que vous voyez? Néanmoins, exceptionnellement, la loi peut prévoir, n'est-ce pas, sa rétroaction. Voilà. Donc, si vous avez vu, n'est-ce pas, que par exemple, en matière de, comment je vais dire là, de justice sociale, il y a eu des lois qui ont décidé, n'est-ce pas, de lever la prescription de certains délits. Et donc, on a parlé de crimes commis depuis 1960 jusqu'à etc. Voilà. Donc, la loi spécialement peut, dans sa rédaction, peut prévoir, n'est-ce pas, qu'elle peut rétroagir. Par rapport au procès, comme Évariste le disait, procès Norbert Zongo, est-ce qu'on peut faire le procès maintenant en l'absence de en l'absence de François Compaoré? Bon, moi, mon souhait serait qu'on attende François Compaoré, puisqu'il semble être le principal, comment je vais dire là, mise en cause. Oui, ça c'est votre souhait, mais est-ce que la règle interdit que le procès puisse être fait, comme on a vu le procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Kafando... Non, généralement, le procès exige la présence de tous. Ça, c'est le plus souhaitable.
C'est à défaut qu'on peut faire un procès sans un élément mis en cause. Par exemple, s'il y a un élément qui est en fuite, etc. Ou bien même, vous savez même qu'il y a les procès par contumace. Mais ça, le procès n'est pas parfait. Un procès parfait exige la présence de tous les mises en cause autant que possible. Merci, Maître. André Génigourou, très rapidement, et puis Lengani va conclure sur le discours du président. Moi, je reviendrai alors sur, puisqu'on a commandé certains points, moi je reviendrai sur le discours du président qui demande, avec la feuille de route donnée au gouvernement, là, de nettoyer les zones infestées des terroristes. Je crois que le terme est bien choisi. Si vous regardez notre carte de plus en plus, Ouaga s'étouffe. Bientôt, on n'aura même plus une porte de sortie. Ça veut dire qu'on est encerclé. Et je pense que là, si effectivement ils arrivent à nettoyer les zones infestées, peut-être qu'on aurait une bouffée d'oxygène. Mais je crois que ce qui nous reste, dans ce discours-là qu'on a écouté, qu'on a lu par la suite, je crois que ce qui nous préoccupe, la plupart des Burkinabés, je dirais 98% des Burkinabés, parce que ceux qui ne sont pas dans l'économie de cette guerre qui les enrichit, la plupart des Burkinabés, ce qui nous préoccupe, c'est notre nation, c'est notre territoire. On n'en a plus. Et je crois que si on arrive effectivement à faire en sorte que nous recouvrons notre territoire, que nous recouvrons la paix, parce que ceux qui nous attaquent là seront chassés, je pense que son discours de l'année prochaine mettra plus le président, est-ce que les gens peuvent croire, par exemple, quand le président dit on va nettoyer, les gens vont retourner, les gens vont se dire, mais pourquoi le président ne donne pas un horizon pour dire, bon, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, j'ai instruit que bon, les gens puissent pouvoir repartir avec, bien sûr, vous posez une question qui est très importante, parce que normalement, à un certain niveau, on ne devrait plus douter de la parole de quelqu'un. Mais bon, si vous posez la question, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y a un doute qui s'insinue dans les esprits, parce qu'il nous a promis beaucoup de choses et on n'a pas vu venir. Il nous a promis la réconciliation 6 mois après son mandat, on n'a pas vu venir, et tutti quanti. Donc, effectivement, quand il nous dit des choses comme ça, on ne devrait pas douter de ce qu'il dit. Ça nous amène à poser la question, mais qui est notre chef de guerre? Est-ce que c'est le chef suprême des armées? Est-ce que c'est le ministre de la Défense et des anciens combattants? Est-ce que c'est le commandant, le chef d'état-major général des armées? Parce que autant le succès a plu à un seul père, nous aurions souhaité aujourd'hui, le Burkinabé aurait souhaité savoir c'est qui est notre chef de guerre, qui nous mène à la guerre. Mais c'est le chef de l'État, c'est lui le chef suprême des armées, c'est comme ça. Parce que depuis 6 ans, si c'est lui qui est le chef des armées, c'est lui qui nous mène à la guerre, et puis on ne voit pas poindre l'avenir. C'est pourquoi je pense que c'est là que votre question est effective. Est-ce qu'on peut croire à ce qu'il nous dit encore? En tout cas, nous, si on ne nettoie pas les zones infestées par les terroristes, j'ai peur que l'année prochaine, on n'y ait plus de discours. Lengani Issaka, le président dit qu'il faut multiplier les prières. Alors déjà, tout de suite, les gens estimaient que s'il ne reste qu'à prier maintenant, autant dire que ça ne va plus aller pour certains. Il fallait faire quelque chose pour que la prière complète. Ou bien c'est mal compris de la part des uns et des autres? Il faut dire que comme la plupart des Burkinabés, je n'ai pas suivi ce discours, mais je ne l'ai pas la suite lu, parce que je ne m'attends à rien du tout. Et sauf à ce qui a été fait, c'est-à-dire un discours pour se gargariser soi-même en occultant les réalités des Burkinabés, qui sont aujourd'hui, comme vous le dites, la question de la sécurité, la question de la famine, la question de la santé. Et ces questions sociales-là sont les principales aujourd'hui qui occupent les Burkinabés. Pour le reste, c'est du blabla qui peut intéresser ceux qui veulent être intéressés. Mais le président dit par exemple, quand même, c'est une option forte de dire aux Burkinabés qu'on va nettoyer les zones infestées pour que les gens puissent repartir chez eux. C'est quand même une option forte. Oui, c'est une option forte, mais pourquoi je n'ai pas suivi le discours? Pourquoi? Parce que je ne crois pas à ce qui va être dit. Sinon, effectivement, c'est une priorité, c'est un problème. Aujourd'hui, il faut nettoyer. Il faut d'abord récupérer avant de nettoyer. Parce que nettoyer, ça veut dire que tu es dedans, tu nettoies. Mais on n'est même plus dedans. Les gars nous ont cherché, on est dehors. C'est ça la réalité. Moi, je dis qu'à ces occasions-là, il faut vraiment axer le discours sur les problèmes des Burkinabés. Au lieu de chercher à faire des discours globaux qui embrassent tout sans rien dire de bon. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et sur la question de la sécurité, je crois que vraiment, il y a vraiment beaucoup à faire. Et d'ailleurs, on va en parler. Donc. Je vois aussi qu'il a parlé de la remise en plat. À plat, et puis bon. Une loi organique qui sera donc votée
un projet de loi organique? Bon, tout ça, on attend de voir, hein. On attend de voir parce Pour que remettre à plat ça s'agit d'être encore une des promesses qui ne sera pas tenue parce que je vois difficilement comment, quand on regarde même les acteurs au sein du gouvernement, celle-là même qui était au taquet pour mettre en place ce système-là, elle se trouve mise ailleurs, bon, alors qu'elle est dans le gouvernement. Je me demande comment ça se passe, j'attends de voir. Merci à vous. On va continuer cette fois-ci. Je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs que, comme d'habitude, hein, il y a la possibilité pour eux donc, de pouvoir aussi intervenir dans ce débat-là. Ils feront simplement de s'inscrire et puis après on les rappellera pour pouvoir prendre leur intervention. On va continuer sur notre débat avec la situation sécuritaire au plan national qui est un sujet qui a marqué notre quotidien toute l'année durant 2021. On peut dire que pour les éléments de rappel, au plan institutionnel, on a vu des changements au niveau politique. Donc aujourd'hui nous avons un ministre militaire, ce qui n'a pas été au début. Nous avons au moins un changement depuis au moins 4 fois de changement que le chef de l'État est arrivé, mais dans l'année 2021, nous avons eu un changement au moins ou 2. Alors, plusieurs commandants ont été changés. Dans le commandement, il y a eu des changements. La montée de jeunes officiers qui sont montés donc, au niveau des commandements et des régions militaires. Et puis, au plan humanitaire, malheureusement, le nombre de personnes déplacées s'accroît. On est passé en fin novembre 2021 à 1 501 774 personnes déplacées. Et puis à Sola, et puis aussi sur le plan, sur le terrain, on a eu de plus grands drames donc en 2021 avec Sola, qui a fait en tout cas plus d'une centaine de morts, entre 132 et 160 morts. Inatas, 57 morts également, des militaires. Et puis on a eu enfin le 23 décembre cette mort d'une des icônes, donc on va dire comme ça, de la lutte antiterroriste du côté donc des volontaires, le Yoro Lagui qui a été donc lui aussi tué par les terroristes. Donc voilà un peu un ensemble d'éléments, de faisceaux qui ont marqué cette année 2021. Alors moi je vous pose la question simplement, selon vous, sur le plan sécuritaire, quels sont les acquis, quels sont les échecs, les faiblesses, et puis aussi, après on parlera un peu des perspectives qu'il faut peut-être envisager. On commencera par Maître. Ben, moi, je commencerai par les échecs. D'accord. Les échecs, c'est que, bon, on voit que la manifestation de l'insécurité, elle ne fait que s'accroître. Au départ, je crois que c'est Simon Compaoré qui était ministre d'État, ministre de la Sécurité, etc. On l'a critiqué, que voilà, il ne peut rien, il ne fait rien, tout. Bon, on l'a déchargé de certaines de ses fonctions et on a nommé quelqu'un d'autre à la sécurité. Je crois que c'était Clément ou bien c'est quoi? Hein? Après Simon Compaoré, c'était Clément Sawadou. Clément Sawadou. Et ça n'allait toujours pas. On a nommé quelqu'un d'autre, etc. Et jusqu'à présent, maintenant on vient de nommer, n'est-ce pas, Maxime Koné à la sécurité et puis le général Barthélémy Semporé à la défense. Et l'insécurité semble s'accroître. Alors peut-être qu'on va corriger. Après Simon Compaoré, on a détaché le Matede et la sécurité en nommant Compaoré. Voilà, bon, c'est grosso modo quoi. Voilà. Mais bizarrement, bon, on a eu recours, n'est-ce pas, à un militaire à la défense, à un prétendu stratège de la sécurité au ministère de la Sécurité, et on constate que la situation ne s'améliore pas. Bien au contraire, ça s'aggrave. Si vous avez remarqué, n'est-ce pas, depuis que ces deux-là sont arrivés au pouvoir, si on compte beaucoup plus de morts, victimes de l'insécurité. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une question de... J'ai toujours dit ça ici, ce n'est pas une question de militaires ou de civils. C'est une question de détermination. Donc, ça veut dire que c'est une question de mesures d'ensemble à prendre. Et c'est une question de leadership. Est-ce que nous avons ce leadership-là? Moi, j'ai toujours dit ici que l'une des voies pour vaincre l'insécurité, c'est l'appel du peuple aux armes. Voilà. Impliquer tout le peuple. En fait, si vous voulez une guerre populaire contre le terrorisme, impliquer tout le monde dans cette guerre-là. Parce que tant que ce n'est pas une question de technicien, ce n'est pas une question de spécialiste de l'armée. Parce que nous avons affaire à des gens qui s'infiltrent dans la société. Et donc, les seuls techniciens ne peuvent pas venir à bout de ça. Il faut que tout le peuple soit engagé et qu'on puisse détecter facilement les intrus, etc., ceux qui ont de mauvaises intentions, et que tout le monde puisse combattre. Si vous remarquez, par exemple, l'Empire Mouara, depuis sa constitution, n'a jamais été envahi, si ce n'est par le colon. Pourquoi? Parce que c'était le peuple en armes. Quand une partie était menacée, tous les hommes en âge de combattre
se mettaient en marche. Et c'est ainsi qu'on a pu préserver, n'est-ce pas, l'intégrité de l'Empire Mouara, que même Samori Touré n'a pas osé égratigner. Donc, quand on se réfère à notre histoire, quand on remet le peuple en armes, dans sa globalité, et vous verrez que les choses changeront. Maintenant, il n'est pas donné à n'importe qui de recourir à cette méthode du peuple en armes. Il faut être légitime et populaire. Parce que si vous n'êtes pas légitime, ce même peuple va se retourner contre vous. Parce qu'après avoir guerroyé, il acquiert, n'est-ce pas, le sentiment, n'est-ce pas, de confiance en soi, des méthodes de combat, et il peut décider maintenant de marcher sur le Ouagadougou, ce même peuple. Et moi, je me demande que si ce n'est pas ça même qui faisait qu'on avait de plus en plus peur de Ladji Yoro, parce que c'était un combattant qui était de plus en plus aguerri et qui pouvait devenir un seigneur de guerre. Donc, vous savez que, bon, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais il y en a qui disent que sa mort est le résultat d'un complot visant à l'éliminer. Bon, ça reste à vérifier, est-ce que vous avez vu? Mais ça peut être une des possibilités. Donc, c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas légitime, si vous n'êtes pas populaire, etc., et puis vous faites un appel du peuple aux armes, ce même peuple peut se retourner contre vous. Donc, un régime soucieux de sa propre préservation ne recourra jamais à cela. Parce qu'il aura peur de son propre peuple. Et il aura pour souci de garder son régime. Oui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut un leadership fort, il faut une détermination, et pour engager tout le peuple, et que le peuple sente que ceux qui sont à la tête là ont sa confiance, et que lui aussi, il a la confiance de... Mais en termes d'acquis, qu'est-ce qu'on peut aussi... On peut pas, il n'y a pas que des échecs. Il y a des acquis dans la mesure où il y a eu la création des VDP. Pour moi, c'est un acquis. Et comme je vais dire là, c'est un peu, c'est à mi-chemin entre l'appel du peuple aux armes et la situation qui se passait avant. Et vous avez vu que les VDP se manifestent, n'est-ce pas, par leur combativité. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont plus déterminés que les militaires de carrière. Oui. Donc ça, c'est un acquis qu'on peut constater. Et depuis, vous pouvez constater aussi que, bon, c'est vrai, il y a des défaites. On a eu des victimes dans les rangs de nos forces de défense et de la sécurité, des civils, mais les forces de défense et de la sécurité ont eu aussi des acquis. Donc si vous lisez les communiqués de presse, etc., bon, il reste à vérifier. L'état-major fait souvent cas, n'est-ce pas, de destruction de bases terroristes, de liquidation de terroristes. Donc il y a eu des acquis. Autre acquis aussi que je peux vous dire, c'est que, comme j'ai déjà eu à le dire ailleurs, ce phénomène de sécurité qui nous assaille actuellement là peut avoir un effet bénéfique. Parce que si vous constatez, le sentiment national s'accroît. Donc, il y a de plus en plus, n'est-ce pas, un effet de solidarité nationale. De plus en plus, les gens se sentent burkinabés. Et ce phénomène-là est venu pour la première fois de façon déterminante au moment de la Révolution, qui a servi à consolider le sentiment national, à faire en sorte que tous les Burkinabés se sentent citoyens de ce pays-là. Et ce problème d'insécurité-là aura aussi pour conséquence, moi je crois, d'accroître le sentiment national au niveau des Burkinabés et de faire en sorte qu'on soit encore plus soudés. Donc, mais ce que j'ai omis de dire au niveau des échecs, vous avez vu que les populations du Gourma se sont réunies et ont appelé, n'est-ce pas, leurs propres citoyens à prendre les armes contre les terroristes. Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ça? À ma connaissance, presque rien. C'était l'occasion pour l'État de saisir cela, n'est-ce pas, et susciter en eux des combattants qui vont s'engager pour la sécurité de leur propre région et ainsi un peu partout ailleurs. Merci. Maître Évariste Fossé-Konsebo, acquis, échec? Personnellement, en toute honnêteté, en termes d'acquis, moi je ne vois rien. Parce que il serait malhonnête parce que vous voyez, il y a un paradoxe. Quand vous dites qu'il y a eu des acquis, c'est que sur le terrain, on devait avoir une régression, on devait avoir des bulletins qui disent, de communication qui disent que nous arrivons maintenant à poursuivre, à pourchasser les terroristes. Or que là, je me rends compte que c'est toujours le même paradigme. Nous sommes repliés, on vient, on nous attaque et puis on nous... Donc, il m'est très difficile, en toute honnêteté, de voir vraiment un acquis. Maintenant, les échecs, c'est vrai que pour moi, en fait, le résultat de ce déclin-là, en fait, de notre armée, c'est le résultat d'un processus. Moi, je sais. Et je n'accuse pas le régime actuel. Ils sont venus, ils ont trouvé. Mais là où je les trouve responsables, c'est leur incapacité à prendre les bonnes décisions pour que nous puissions améliorer la situation. Je dis bien améliorer. Et là, ils sont parce que c'est eux qui sont aux commandes. C'est eux qui ont comment dire, tous les leviers. Et là, oui, ils sont responsables. Sinon, on sait bien que l'armée a subi des problèmes, des divisions et tout. Mais là, maintenant, depuis 6 ans,
si on regarde, il n'y a pas d'embellie sur le front. Tout ne fait que s'empirer. Et bon, et vous avez bien vu, j'ai toujours dit ici que ce n'est pas remplacer les gens, limoger les gens. Je dis que non, il faut aller au-delà. Il faut réorganiser, refonder. Là-dessus, il y a récemment, j'ai suivi la sortie d'un ancien de l'armée, justement, que je respecte beaucoup, M. Charles Lonan, parce que ils font partie des militaires qui avaient, comme on dirait, qui avaient les outils. Bon, je ne suis pas totalement d'accord, mais il dit non, qu'il faut revoir le format, parce que nous avons un format qu'ils appellent de régiment ou de groupement dit de force. Et c'est ça qui fait que quand nos FDS se déplacent en petit nombre, et ce qui fait que finalement, ils se retrouvent confrontés à des gens en grand nombre. Ça peut être un élément en fait. Et avec des moyens que nous avons, et ce qui fait que chaque fois qu'il y a affrontement, ça se fait en leur défaveur. Mais ça, c'est un constat. On peut déjà réfléchir sur ça, voir comment on fait. La mobilité aussi, la question de la mobilité de ces terroristes-là, on peut travailler pour les réduire. Et moi, je suis vraiment outré et écœuré, ça je vous le dis. Je ne comprends pas que dans un pays, et là je parlais des paradoxes, on octroie des milliards à un professeur pour assouvir, moi je dis, ce sont ses instincts personnels. Le satellite, là. Non, dites-moi, le satellite là. Mais c'est important aussi pour la recherche. Oui, non, mais la recherche, la priorité, moi oui, au contraire. L'intelligence aurait été d'utiliser ces satellites-là pour que nous puissions avoir des accès pour couvrir, ne serait-ce que la partie du territoire qui est attaquée, de sorte à voir les mouvements de ces groupes armés et agir de façon préventive. Mais actuellement, nous ne sommes pas un pays qui est au bord, qui connaissons la famine. Il dit que ces satellites, c'est pour suivre l'évolution des facteurs climatiques et que c'est pour améliorer. Moi, je suis d'accord, l'agriculture, mais ce n'est pas la priorité. Et c'est ça aussi un paradoxe. Moi, franchement, je ne sais pas comment est-ce que nos autorités là arrivent à prendre... Moi, je tombe des nues. Et encore, moi, je ne vois pas, je le défie. Et c'est vrai qu'il est professeur, je ne suis que docteur. En sciences, moi, je défie de montrer la valeur ajoutée scientifique, moi, de ce satellite-là. Il le fabrique autrement. C'est une nouveauté pour le monde. On a inventé la roue, moi, je ne sais pas. Et on injecte des milliards dedans. Et ça aurait pu servir si c'était intelligemment utilisé. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut que nous soyons capables d'avoir des outils qui nous permettent de détecter à distance des individus armés qui bougent. Et là, maintenant, en ce moment, le format actuel, là, peut être efficace parce que vous les voyez, donc vous pouvez vous organiser, vous préparer et anticiper. Mais là, non. Voilà, bon, ça, c'est des paradoxes vraiment qui me laissent... C'est ça, je dis que les gouvernants actuels sont responsables et leur responsabilité, là, réside en cela, parce qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions. Quoi qu'ils aient les outils. Si on a des milliards pour faire des recherches qui ne servent pas pour le moment, il ne faut pas me dire que c'est... Mais en termes, est-ce que ce ne sont pas des acquis quand le président, par exemple, finalement, décide de nommer un ministre militaire et puis après, il fait aussi un changement? Moi, vous savez, un ministre militaire, ça ne m'impressionne pas, je vous dis ça. Je vous dis ça tout net. Aujourd'hui, il y a des jeunes officiers qui sont montés aux commandes. Mais le résultat est lequel? C'est celui que nous voyons, sa situation ne fait qu'empirer. André Janiboulou. Bon, on aurait aimé ne pas verser totalement dans le pessimisme. Oui, mais bon, effectivement, quand on regardez la stratégie. Quand nous avons appris ce qui est arrivé à Yoro, que ce sont les VDP qui escortaient les soldats, mais c'est un monde totalement à l'envers. Généralement, ce sont les civils qui ont des problèmes et on envoie les militaires les secourir. Ici, ce sont les civils qui viennent au secours des militaires. Quelle est la stratégie de la guerre? Moi, je n'en vois pas. Mais c'est que les VDP sont de la localité, ils connaissent mieux le terrain parce qu'il y a des mines, il y a tout ça, il y a des positions. C'est un peu dans ce sens-là d'éclaireur de nous ne sommes pas militaires. Pour couvrir un peu le mouvement des nous ne sommes pas militaires, mais nous lisons quand même des ouvrages de militaires. Allez lire Sun Tzu, L'art de la guerre. Clausewitz. Entre autres. Robert Greene. Ils ont une science qui s'appelle la topologie. Ils étudient les militaires. D'ailleurs, les grands militaires défilent avec leurs cartes en main et avec leurs crayons pour regarder là où on est. Si aujourd'hui ce sont les civils qui n'ont pas étudié la guerre, qui n'ont pas étudié la géographie, qui doivent montrer aux militaires où il faut aller, où il ne faut pas aller, laissez-moi m'interroger sur la question de la stratégie. Je crois qu'aujourd'hui,
Oui, mais justement, André Géniboudou, est-ce que ça fait problème à cela? Est-ce que ce n'est pas la réalité du terrain qui montre que même les civils aussi sont plus importants peut-être à certains niveaux dans la guerre? Non, est-ce que ce n'est pas ce que c'est en train de nous dire? Le problème que ça cause, c'est que c'est ce que vous avez égrené à l'introduction de ce débat-là. Le nombre de morts que l'on a eu, vous avez parlé seulement de cette année, mais on est en guerre. Si vous multipliez ce qu'on a vécu depuis les 6 ans, attendez. On est à plus de 1500 morts. Bon, je ne sais pas si il y a une période où on en a autant perdu. Et c'est ça ce qu'on ressent. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est la perspective, c'est où on va, c'est quelle est la stratégie où on va. Les gens vont nous dire que ce sont des questions militaires, on ne peut pas en parler en public. Mais c'est que depuis 6 ans, on ne voit rien, sauf que les gens meurent de plus en plus. Et que notre pays est toujours encerclé et se réduit à sa portion congrue. Bientôt, peut-être qu'on aura Ouagadougou comme... Et puis, encore, je vous ai dit qu'on est en train d'étouffer Ouagadougou. Ça veut dire qu'on est en train de nous encercler. Quelle est la stratégie de sortie? Où on y va? Je vois que c'est ça qui va... Ça nous pose problème. Et il faudrait que les militaires qui ont étudié la guerre là, nous disent de temps en temps, même si c'est la grande muette, où on va. Et là-dessus, vous avez parlé de la désorganisation de l'armée. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que les militaires sont formés ou bien sont recyclés dans la guerre que l'on nous mène? Parce qu'on ne va pas venir. Si les gens vont continuer à porter leurs galons dans les salles de classe, etc., à former d'une certaine manière où les gens acquièrent des galons mais sans connaître rien de la guerre. Parce que quand on nous dit que c'est une guerre asymétrique, en une année, on peut dire ça. Mais la guerre asymétrique ne peut pas durer 6 ans. Tant qu'on ne trouve un contraire à cette guerre asymétrique. Je crois qu'il y a un problème fondamental. Si les militaires ont démissionné, ils démissionnent. Et comme ça, on sait qu'on n'a pas de militaires, qu'on n'a rien. Mais quand on est en guerre, c'est leur travail. Si vous avez une épidémie, vous n'allez pas demander aux enseignants d'aller soigner les épidémies. C'est les médecins, c'est leur travail. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, on ne demande pas aux dolotiers de venir enseigner les enfants. C'est le travail des enseignants. On est en guerre. Ce sont les militaires qui doivent aller sur le front. C'est eux qui doivent nous régler ce problème. Pour ce qui concerne la vision, le président a dit dans ce discours qu'il a, dans sa lettre de mission adressée au nouveau gouvernement, le nettoyage des zones infestées par les terroristes, le retour des déplacés dans leur localité d'origine, et puis évidemment l'autre question qu'est la réconciliation. J'imagine que d'ici un Donc il y a quand même une vision que le président donne à son gouvernement. Bon, écoutez, que Dieu nous prête longue vie. D'ici un trimestre, on verra là où nous en sommes. D'ici 6 mois, on verra où nous en sommes. Parce qu'en tout cas, il y a des délais souvent qu'il nous a donnés et on n'a pas vu venir les délais. Mais j'imagine que si d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, on ne dit pas que telle partie de notre territoire est totalement libérée et que les gens se sont réinstallés, bon, on va continuer à douter. Lengani Isaka. Question sécurité, on en parle. Acquis, échec, force, faiblesse. D'abord, moi, je voudrais constater une évolution dans le discours des autorités sur la nature, sur l'origine, sur les manifestations de cette crise sécuritaire, parce que tant qu'on ne définit pas de manière claire ces aspects-là, il est carrément utopique de penser apporter la thérapeutique nécessaire. D'abord, on nous a dit que c'était Blaise Compaoré qui attaquait. Bon, ensuite, on a vu que c'était ridicule. On était la risée de tout le monde entier parce que le phénomène du terrorisme, on le sait très bien, dans la sous-région, n'a rien à voir avec les petits problèmes internes de Burkina Faso. Bon. Donc après, on a donc évolué, on a pris une conscience, on a parlé de l'entourage. Ensuite, aujourd'hui, avec un certain discours, on accuse l'impérialisme français qui ne permet pas de faire ci, qui ne permet pas de faire ça. Mais aujourd'hui, on se trouve face dos au mur, c'est-à-dire face à nos responsabilités nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Qu'on a beau chercher des faux fuyants, on est toujours attrapé par les réalités. Et si on continue à épiloguer, à rêver, à rechercher chaque fois des boucs émissaires à nos problèmes, on ne va jamais les trouver des solutions. On va toujours passer à côté de la plaque, pas des demi-mesures, pas des replâtrages qui n'ont aucun impact réel sur le phénomène. Et c'est pourquoi, depuis 2000, on a aussi dit qu'on a trouvé une armée qui n'existait pas du tout.
Bon, on a eu quand même 6 ans pour la faire. Et par contre, le tourisme, tout le monde sait, ceux qui nous combattent aujourd'hui, si tu enlèves 6 ans dans leur âge, bon, tu les vois se balader en caleçon. Donc ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas une affaire de temps qui joue. Il y a une incapacité à trouver les solutions aux problèmes qui sont posés. Et je dis que c'est la principale faiblesse de notre action aujourd'hui sur la question de l'insécurité. On nous dit aujourd'hui qu'on va changer de paradigme. De paradigme. Bon. Ça nous dit quel était l'ancien et quel est le nouveau qu'on nous propose. Bon, ça veut dire que c'est du discours, c'est du verbiage. Ça veut dire qu'on n'a pas encore conscience que le pays va mal. On est encore toujours à la rhétorique politicienne. Bon, et je dis que sur ce plan, il faut peut-être que les populations se prennent elles-mêmes en charge. C'est là où je suis en grande partie d'accord avec M. Tambela, qui évoque la possibilité de demander au peuple d'assurer lui-même sa propre sécurité, vu l'incapacité congénitale de pouvoir à le faire, et la volonté même de ne pas le faire, quelque part. Parce que c'est certaines décisions qui sont prises, on se demande si réellement on veut effectivement nettoyer, comme on dit, les zones infectées par le tourisme. Et je dis à ce niveau que, effectivement, il faut que le peuple, les populations commencent elles-mêmes à se prendre. Oh, malheureusement, avec les derniers événements qui sont produits, notamment l'assassinat lâche de Yoro, sur lequel moi j'aurais aimé que le président de Faso ouvre une enquête, demande une enquête, parce que dans le peuple on parle, les gens parlent et le discours n'est pas du tout sain. Et quand le discours est ce genre-là, il faut courageusement demander une enquête et mettre les moyens au niveau des enquêteurs pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça se fait que c'est des civils qui accompagnent des militaires? Et comment ça se fait que quand les militaires sont en sécurité, les civils, on ne les regarde plus. Pourquoi on n'a pas accompagné l'Aguero? Parce qu'il n'y a plus les militaires. C'est ce que ça veut dire. Et là, c'est extrêmement grave. Et sur ces questions-là, il faut qu'on voit clair. Si on a besoin que le peuple se mobilise pour aider et pour prendre les armes lui-même, il faut que le peuple se sente en sécurité. J'ai entendu dire qu'on va relire la loi sur les pupilles. Mais prenons d'abord des mesures pour qu'il n'y ait pas de pupilles. Ou bien, je pense que c'est le plus important. Pour qu'il n'y ait pas de pupilles, on connaît la solution. Il faut mieux organiser notre armée, il faut mieux organiser nos populations, il faut doter les moyens, etc. On parle du budget qui est faramineux au niveau de l'armée. Et on n'arrive même pas à utiliser cet argent-là. Pourquoi? Par l'incompétence notoire des bureaucrates. C'est eux qui abandonnent les combattants sur le terrain. Parce qu'ils sont incapables de faire les procédures à temps pour avoir les moyens, pour acheter les armes, pour faire ceci, pour faire cela. Ça, ce n'est pas la faute des combattants ni des VDP. C'est les bureaucrates qui sont à Ouagadougou assis. Et quand vous regardez ce pays-là, bon, effectivement, à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, est-ce que vous avez l'impression vraiment qu'on est en guerre? Moi, je ne pense pas. Et c'est d'où la nécessité vraiment que le peuple se prenne en charge lui-même. Et là, je diverge avec M. Tambela qui dit que c'est sous la révolution qu'on a senti le patriotisme. Non, à la guerre de 1914, mais mon cher ami, nous étions petits, mais nos caleçons ont bougé parce qu'on a senti effectivement que le peuple, le pays était agressé et qu'il fallait se mobiliser. Bon, sur les acquis quand même, parce qu'il y en a même si on ne le connaît pas, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus le pouvoir tend l'oreille à son peuple et à ceux qui analysent la situation. On lui avait dit qu'il nous fallait des spécialistes des questions de guerre au niveau de son gouvernement pour aider à trouver des solutions. Bon. Il a écouté, il l'a fait. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, bon, je vous ai écouté, j'ai compris et j'ai décidé de changer. Et voilà ce que j'ai fait. Mais non, on fait ça en catimini, comme si on était content de le faire. Et ça aussi, ce n'est pas honnête. Bon, ensuite, sur la question de la prise en charge des pupilles, comme il dit là, ça aussi, nous avons tous critiqué. Il n'est pas normal que des gens aillent donner leur vie et que par la suite, en fait, en partant donner leur vie, ils n'ont aucune assurance, non seulement sur eux-mêmes, mais pire, sur ceux qui vont laisser après eux. Donc, il y a ces questions-là, moi je pense que c'est une avancée, mais on attend de voir ce qui va être réellement fait pour sauver la situation. D'accord. Alors, on va aller très rapidement sur la question sécuritaire, oui, et puis en même temps sur aussi les perspectives, de façon très précise. Qu'est-ce qu'il faut faire, en plus de ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire qui n'est pas fait, ou qu'est-ce qu'il faut mieux faire dans ce qui est fait? Non, par exemple, un des points sur lesquels, qui s'apparente au pupille de la nation,
On a entendu, on sait que par exemple, que si quelqu'un perd la vie dans la guerre sur le terrain, bon, il est majoré d'un grade et puis il a un certain nombre de frais qu'on donne à sa famille. Mais le président, dans son interview avec les journalistes, a révélé des tracasseries que les familles doivent remplir pour pouvoir avoir accès à cette somme-là. Je pense que peut-être qu'il faut qu'il change de paradigme, pour reprendre son mot, pour que, par exemple, les orphelins et les veuves, dans notre système, tu ne peux pas être veuve de quelqu'un si tu n'es pas marié légalement avec quelqu'un. C'est ça Bon, parce que si tu n'es pas marié devant monsieur le maire, la loi ne te le connaît pas comme étant l'épouse du monsieur qui est décédé en question. Mais les enfants, ils ont un acte de naissance qui porte le nom de leur père, au moins. Et notre code de famille reconnaît. Il n'y a pas d'enfant bâtard, il n'y a pas d'enfant illégitime. Je pense qu'on devrait s'organiser pour que ces enfants, ces orphelins, ne soient pas laissés en rade. Et qu'il y ait un système très clair et très net qui prenne ces enfants en charge, qui puisse les scolariser, qui puisse les nourrir, parce que c'est leur père qui est mort à la guerre. Or, seulement à cause d'une tracasserie administrative, les enfants et leur mère la sont abandonnés. Je crois que s'ils arrivaient même à réorganiser ce système-là, pour que les enfants qui ont perdu leur père à la guerre puissent être reconnus et puissent être suivis, les enfants revaudront ça à la nation. Mais aujourd'hui, à cause de simplement du papier ou à cause des lois que des gens ont écrites et que des gens... Et puis, à la limite, il y a des gens même qui dealent sur l'argent des enfants. C'est pas normal. Si effectivement, il doit revoir les pupilles, touchant du bois pour qu'il n'y en ait plus, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui meurent, qui laissent leurs enfants. Mais si on va à la guerre, ça ne peut pas être évité. Il faut déjà que ceux qui ont perdu leurs parents soient pris en charge d'une manière correcte par l'État. Au moins, ceux qui sont morts à la guerre pourront dormir en paix. Et ceux qui sont vivants encore sauront que, bon, ils ont perdu quelqu'un à la guerre, mais au moins l'État leur est reconnaissant. D'accord. En termes de perspectives aujourd'hui, ça fait partie des perspectives également. Mais en tout cas, la réforme. Oui, c'est une des perspectives dans la réforme parce que aujourd'hui, vous savez ce qui requiert le moral des gens. Les gens ont choisi le métier des armes. Parce que quand tu choisis le métier des armes, tu sais ce qui t'attend. Comme nous aimons dire, chaque métier a ses servitudes. C'est comme si tu es un enseignant et que tu as peur des enfants, ou que tu n'aimes pas les enfants, ou bien que tu ne peux même pas sentir l'odeur des enfants quand ils sont en classe de CP1. Quand tu es médecin et que tu as peur de la mort, quand tu es médecin et que tu as peur du sang, tu ne peux pas être médecin. Ceux qui ont choisi le métier des armes, ils savent que peut arriver un jour, si leur pays est en guerre, ils vont aller au front et il y a une possibilité qu'ils ne reviennent pas. Mais il faudrait que ceux qui partent à la guerre sachent que ce qu'ils ont laissé derrière eux ne souffriront pas après leur départ. Or, aujourd'hui, vous ne voyez rien qui venir. Et je pense que ça ne peut pas requinquer le moral des gens. Il faudrait que vous avez les grands stratèges et les grands généraux de guerre. Quand ils partent à la guerre, je l'ai déjà dit ici une fois sur le télé, ils disent aux gens, nous partons à la guerre. On n'est pas sûr de revenir tous ensemble, mais je n'abandonnerai personne sur le front. Aujourd'hui, vous avez des gens qui claquent les jambes au moindre coup de feu. Ça ne peut pas être un général, poltron. Il faudrait que ceux qui partent à la guerre puissent convaincre leurs hommes qu'ils vont ensemble et qu'ils vont revenir ensemble. Vous ne pouvez pas dire aux gens, comme j'ai dit, vous avez deux sortes de généraux. Ceux qui envoient les gens et qui sont derrière, et ceux qui disent aux gens, suivez-moi. Est-ce que ça n'a pas changé un peu aujourd'hui avec on a vu que lors des... Pour ces réveillons, on a vu le chef d'état-major général des armées et le général Gilbert Ouedraogo qui allait patrouiller avec des forces. Oui, bon. Peut-être c'est un début. Bon, demandons que cela soit vrai, mais il faudrait encore une fois que ce soit non seulement pour les besoins de la pub, pour les besoins de la communication, mais il faudrait que tous ces généraux et que tous ces colonels-majors-là aillent patrouiller avec les soldats sur le front. Et s'ils y vont avec le front, je pense que ça va être la perspective qui va changer la donne de la guerre. Maître, oui. Perspective, comment on sort de là? Qu'est-ce qu'il faut Bon, moi je me demande si ce n'est pas mieux de faire... d'adopter une autre constitution. D'accord. Parce que tout le monde sait que Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas une foudre de guerre. Or, c'est lui qui est là pour 4 ou 5 ans encore. Et toutes les stratégies, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Alors, donc moi je me demande si ce ne serait pas mieux d'adopter une constitution
qui fasse en sorte que nous soyons dans un régime parlementaire pur, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, où vous avez un président, n'est-ce pas, bon, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais un premier ministre qui a les pleins pouvoirs, mais qui répond devant l'Assemblée nationale. Ça permet, n'est-ce pas, en cas de crise, si le Premier ministre n'est pas à la hauteur, à l'Assemblée nationale, de changer de Premier ministre. Donc, de changer celui qui est détenteur du vrai pouvoir. Si vous vous rappelez, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Neville Chamberlain qui était Premier ministre de Grande-Bretagne. Et c'est lui qui menait les négociations avec Hitler. Face à son incapacité, il y a un député du Parlement qui a eu ce discours, que M. Neville, vous êtes trop longtemps à votre poste pour le peu de bien que vous nous faites. Partez. Et c'est là qu'on a voté, n'est-ce pas, la destitution de Chamberlain, et Churchill est devenu Premier ministre. Et c'est lui qui a fait face à la guerre. C'est lui qui a tenu, à un moment donné, il était le seul en Europe à tenir tête à Hitler. N'eût été le fait de cette constitution, on n'aurait pas pu trouver quelqu'un comme Churchill pour faire face à la crise qui se présentait. Donc, c'est pas utopique ça aujourd'hui. Non, on change de voter une autre constitution, de changer de régime politique. Non, attendez que je termine. Bon, c'est pour vous avez parlé de perspective. Bien sûr. Il n'est pas dit que cette crise va finir à la fin du mandat de Roch. D'accord. Donc nous pouvons adopter une constitution qui prendra suite, n'est-ce pas, après aux prochaines échéances. D'accord. Et ainsi, n'est-ce pas? Bon, on l'a déjà eu. Sous la Deuxième République, vous avez le président de la Louisiana qui était le président de la République, et vous avez le Premier ministre Gérard Kango-Ouedraogo qui avait les pleins pouvoirs. Voilà. Et donc, dans une telle perspective, si le Premier ministre n'est pas à la hauteur, le Parlement peut le déchoir et on change de Premier ministre sans grande crise. Est-ce que vous avez vu? Donc ça, c'est une des perspectives, c'est-à-dire on revoit un peu la Constitution. Parce qu'il faut profiter des crises pour voir comment on peut progresser. Faire des changements. Voilà, les changements qui vaillent. Parce que les crises doivent nous servir de leçons. D'accord. Voilà. Merci, donc, maître. Il faut qu'on mette un bémol là ce que maître dit. On va continuer avec les appels qui vont... Oui, mais le bémol que je voulais... Valis va prendre la parole, maître. Le bémol que je voulais mettre à ce que maître dit, oui. Mais c'est que dès le début du mandat du président du Faso, il nous avait promis une constitution et les gens l'ont inscrit. Et puis pendant 3 mois, et puis depuis 3 ou 4 ans, il est dans les tiroirs. Et d'ailleurs, même ceux qui l'ont écrit même n'ont pas été... Ils sont toujours là, comme ceux qui attendent d'être mis. Et bon, donc si maître demande... La 5e République attend toujours. Attend toujours à l'ombre de la 4e. Évariste Fossé-Konsebo. La récurrente question que les Burkinabés se posent, notamment avant de revenir, la récurrente question, pourquoi les généraux ne sont pas sur le terrain? Non, c'est lié au format actuel de l'armée. Vous savez que dans l'armée, il y a des codes. Un régiment doit être commandé par un colonel. Et vous avez la brigade militaire, vous avez la division militaire, et vous avez même le corps d'armée. Tout ça, c'est organisé. Or, l'organisation actuelle, le format actuel de notre armée, c'est des groupements de forces. Ce qui fait que avec ce type de groupement, vous n'avez que des sous-officiers ou des officiers subalternes sur le terrain qui gouvernent. C'est la réalité. Maintenant, si vous voulez changer, il faut réorganiser, reformer l'armée. Donc ça, c'est d'abord le préalable. Maintenant, en termes de perspective, moi je dis que tant qu'on ne pourra pas revoir la configuration de notre armée et nous la permettre de passer de la défensive à l'offensive, il n'y a rien à en attendre. La situation ne fera que s'empirer. Comment on fait cela? Mais il faut avoir la volonté et le courage de le faire. Bon, moi, j'avais dit, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Guy de Droit, moi, à mon avis, c'est une machine. L'armée actuelle est une machine très lourde. Et il faut la laisser et aller recréer un autre corps d'armée qui est adapté, qui fonctionne exactement comme les terroristes. Voilà, au même niveau que eux. Et vous allez voir que on peut y faire quelque chose. Maintenant, il y a les accords de défense. Ça aussi, il faut regarder. Comment est-ce qu'on ne peut pas... Peut-être que nous sommes liés par certains accords qu'il faudra... Je vois là récemment que le ministre de la Sécurité est parti en Turquie. Je me dis ça peut être une perspective. Si tant est qu'on peut avoir du matériel adapté à la situation actuelle. Parce qu'on a vu les limites de toutes les forces qu'on a créées. G5, Barkhane, machin, ça... Ils sont là, ils ne peuvent même pas faire face à quoi? Les terroristes, on dit qu'ils sont à peine à 3000, ou c'est combien, je ne sais pas. Et toutes ces forces-là n'arrivent pas, donc forcément, alors à défaut de ça, ce qu'il faut craindre, c'est une guerre populaire, parce que ce qui est sûr, ça je peux le dire, je dis droit dans les yeux, personne ne va se laisser venir attraper et puis égorger.
Si les populations concèdent, mais si on voit à un moment donné que ça empire et qu'on ne va pas tous se laisser tuer, hein, ça au moins, c'est sûr qu'on touchera le fond, mais nous allons trouver les mécanismes pour nous défendre. Lengani. Juste une précision, hein, Oui. parce que c'est récurrent. On a tendance à confondre les accords de défense avec les accords de coopération militaire. Ouais. Voilà. Donc ici, on prend les accords de coopération militaire pour les accords de défense. Les accords de défense, ça veut dire que quand vous êtes menacé, l'autre pays vient à votre... Voilà, Comme intervient. la Côte d'Ivoire au temps de Voilà. la rébellion. Alors que les accords de coopération militaire, c'est de coopération militaire technique, fourniture d'armement, conseil, etc. Donc moi, à ma connaissance, en tout cas, j'ai étudié les accords du Burkina Faso jusqu'à la fin de la Révolution. Il n'y avait pas d'accord de défense. C'était des accords de coopération militaire. Surtout avec la des France. Années 60, le président de la mise Le président Maurice Yamuero avait mis à la porte, n'est-ce pas, l'armée française. Et donc, lors des négociations, les accords n'ont été signés qu'en 61. Donc, après que Maurice a mis à la porte l'armée française. Et pour le Burkina Faso, ce n'était que des accords de coopération militaire, coopération technique. Oui, d'accord. En fait, il y a des points en fait, sur ces accords-là qu'il faut relier. Par exemple, je prends la question des devises. Supposez que le Burkina veut acheter des hélicoptères en Russie. Il y a la question des devises se pose. Si au niveau du Trésor français, on dit qu'il n'y a pas assez de devises, on fait comment? Ce sont ces points-là qu'il faut relire. Mais récemment, on a acheté des hélicos, non? Pour des hélicos. Vous connaissez la procédure, vous connaissez le temps que ça a pris. Non, ça c'est pas un problème. Hein. Ça, c'est pas un problème parce que le Burkina Faso, c'est le stock d'argent dont il dispose. Est-ce que vous avez vu? N'allons pas loin, Comme j'ai eu à dire. Il fait la mauvaise foi. Il ne peut pas. Écoutez, nous avons des armes ukrainiennes ici. Hein. Comment on les a acquis? Voilà. Il y a des armes qui viennent d'Ukraine ici, qui ont été exposées à la place d'armes. À un moment donné, vous savez, on a exposé les armes ici. Là. Moi, j'y étais. Et j'ai demandé la provenance de toutes les armes. J'ai demandé pourquoi. Et donc, on m'a dit que les armes qui viennent d'Ukraine, des pays de l'Est, etc., sont moins chères. J'ai dit, mais est-ce qu'au point de vue efficacité, ils m'ont dit que pour ce qu'ils veulent là, hein, ça peut servir. C'est suffisant. Que c'est vrai que les armes qui viennent des pays de l'Est sont moins précises, mais pour leur objectif, vu le rapport qualité-prix, ça c'est suffisant. D'accord. Alors, Lengani, pour terminer, en perspective, très rapidement, et puis on va parler de la réconciliation. En perspective, c'est le tableau noir, hein, c'est le brouillard total, si on regarde les indicateurs actuels. Mais quand même, on peut se permettre de rêver et de fixer des objectifs. Et malheureusement, comme je l'ai même déjà dit une fois sur ce plateau, le discours du 25 novembre du président du Faso, qui a galvanisé le peuple, qui nous a donné un espoir qu'on va rebondir, il a immédiatement travaillé à le déconstruire en prenant des mesures contre même ce discours-là, notamment la nomination du Premier ministre et même du gouvernement en tant que tel. Moi, j'aurais vu, pour les perspectives, que l'on mette l'accent d'abord sur la question, évidemment, des militaires, la dotation des militaires en armes, en moyens et surtout en mesures d'accompagnement pour les inciter au combat. Et ensuite, la question pour les combattants toujours des VDP, qui sont là, dont je ne partage pas la philosophie, mais qui sont là, il faut les utiliser. Peut-être qu'il faut voir comment effectivement les doter davantage de moyens pour faire le travail. Et ça, c'est des discours qu'on entend, mais qui ne sont pas suivis de faits. Il faut peut-être qu'au niveau du chef de l'État, il prenne sur lui, devant la nation, qu'il est responsable de ces questions-là. La question de l'armement et la question des VDP. Ensuite, moi je crois qu'en perspective, il faut travailler sur les déplacés internes. Moi, j'aurais vu dans ce gouvernement-là un ministre d'État chargé des déplacés internes. Parce que quand même, environ 1 million, on dit 1,5 million officiellement, mais tout le monde sait... Il y a le ministère de l'Action sociale qui s'occupe de la question humanitaire. La question, justement, et ça montre à quel niveau on renvoie cette question des déplacés internes à une question de simple question humanitaire. Oh non, ce n'est pas une question humanitaire, c'est une question même de survie de la nation. Des gens qui sont obligés de quitter leur village, leur passé, leur histoire, leur identité, pour se retrouver dans des situations de proximité où même certains pensent que la première chose qu'il faut leur donner, c'est des capotes. Moi, je pense que quand on est dans des situations de ce genre-là, on doit quand même prendre la question au sérieux. Et moi, j'aurais vu un ministère d'État chargé des déplacés internes. Parce que la question des déplacés, ce n'est pas seulement s'occuper de leur nourriture, c'est aussi voir comment on les réintroduit dans leur territoire, comment ça se fait. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles il faut travailler. On ne travaille pas sur ça. Les militaires, on les dit de reconquérir, mais on reconquiert
selon certaines informations, il y a des zones qui sont plus ou moins libérées, mais les populations refusent de partir parce qu'elles n'ont pas confiance. Les enseignants, l'administration refuse de partir parce qu'il n'y a pas de confiance, etc. Donc, toutes ces questions-là doivent être, de mon point de vue, prises en charge au niveau d'une entité ministérielle qui gère ça. Merci. Bon, en termes de perspective aussi, je vois que même au niveau même peut-être on va en parler, oui. Mais moi je dis qu'avant la question de la mise à plat des salaires hautes là, il faut mettre à plat la question de la sécurité. Elle est primordiale. C'est-à-dire de manière concrète, il faut trouver des solutions, il faut imaginer des moyens pour résoudre cette question-là, plutôt que de se donner un autre problème. Parce qu'on est quand même dans un ensemble. Merci. Moi, je me dis pour ce pouvoir-là, oui. Je me dis qu'ils ont intérêt. C'est vrai que la question de la remise en place des salaires est extrêmement importante, mais si tu ajoutes un couteau dans ton pied, alors que le pied est déjà gangréné, je pense que tu crées des problèmes inutiles. D'accord. On va passer à la réconciliation. Et André Génibou a la parole. Par rapport à la réconciliation nationale, on va dire que le processus est, disons, presque achevé. Si on suit bien le chronogramme du ministre d'État chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, récemment, il a été mis en place donc, le comité d'orientation et de suivi, le CENOS, présidé par le Premier ministre. Et il y avait seulement à organiser le comité aussi d'organisation aussi du Forum national de réconciliation a été mis en place. Mais le forum a été donc, reporté à une date inconnue. Et on note aussi quelques divergences d'un point de vue politique avec l'opposition qui a refusé non seulement de siéger au comité, au Conseil national, mais aussi de participer au forum. André Génibou, aujourd'hui, la réconciliation nationale, quelle est l'analyse du point de vue des acquis et du point de vue aussi, on va dire, peut-être des échecs également, et puis quelle perspective très rapidement? Bon. Je voulais parler de la perspective, mais peut-être que les appels me feront... Voilà, les appels, c'est sûrement, oui. Je rappelle... Sur la question de la réconciliation, c'est véritablement un serpent de mer. Parce que si vous regardez les gens d'autres pays qui ont mené la réconciliation, on n'a pas pris autant de temps et autant de moyens. Vous avez vu, par exemple, en Guinée, tout récemment, il y a les deux anciens présidents qui sont allés se réconcilier devant les caméras et devant Doumbia. Quand il y a certaines personnes qui disent la réconciliation telle qu'elle nous est prescrite, elle est sur le mauvais chemin. Et quand nous voyons que de plus en plus, parce que ce forum qui a été reporté, si vous avez vu le format que l'on voulait réunir, c'est 6 000 personnes quand même qu'on voulait réunir. Hein. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, l'ONA a traité cette réconciliation-là de foire. Mais la question que l'on se pose encore une fois, si nous lisons l'histoire de notre pays, pourquoi la première étape de la réconciliation qui s'est tenue en mars a foiré? C'est parce que le format n'était pas bon. On parle d'une réconciliation nationale. Or, aujourd'hui, les véritables problèmes de réconciliation, on connaît les protagonistes et les antagonistes. Je crois que ce qu'il faut avoir, c'est avoir le courage de mettre ces gens-là ensemble pour leur demander de se réconcilier ensemble. Or, parce qu'on ne peut pas se réconcilier dans le vide. Et si vous regardez, on ne peut pas se réconcilier en l'air. Il y a quelqu'un qui m'a offensé. Je sais pourquoi il m'a offensé. Et on se met ensemble pour régler notre différend. Et de toutes les façons, j'ai dit, je suis de ceux qui pensent que la triptyque qui nous a été proposée, nous l'avons vu ça, la triptyque comme... Et c'est pourquoi ça coince, c'est pourquoi ça ne bouge pas. Et ça va être encore une arlésienne. C'est pourquoi on a pensé que la réconciliation doit être au bout de la vérité et de la justice. Encore une fois, il y a des gens qui pensent qu'on peut se réconcilier sans passer par les deux étapes. On voit des cas, par exemple, dans des villages où des gens ne sont pas d'accord, où des personnes ne sont pas d'accord, et il y a des gens qui arrivent à les réconcilier sans passer par la case de la justice, sans passer par la case de la vérité. On appelle les gens, on dit, pour notre bien commun, pour que nous vivions ensemble, nous vous demandons de laisser tomber. C'est difficile, mais souvent les gens se réconcilient sans encore déballer
ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut avoir aussi le courage de sonder d'autres façons de faire. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à la réconciliation, même si on nous prescrit ce médicament-là. Et encore une fois, comme ça ne marche pas, on doit avoir le courage aussi de changer, de dire comment on va. Je crois qu'en tout cas, la réconciliation, en tout cas pour 2021, c'est raté. Parce qu'on nous avait promis en décembre 2020 qu'au bout de 3 mois, 6 mois, le problème était réglé parce qu'on pensait que la réconciliation, c'était le problème avec le président Blaise Compaoré et qu'il allait revenir dans le pays. Ça fait 1 année. Il n'est pas revenu. Donc, et on a reporté, par exemple, la foire sur la réconciliation nationale. Et je me demande, c'est quand... Le forum sur la réconciliation. Bon. C'est pas la foire, c'est le forum sur la réconciliation nationale. On a reporté le forum sur la réconciliation nationale et on se demande, c'est quand est-ce que cela va venir. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a beaucoup de gens qui proposent d'autres actions. Mais les gens sont omnubilés par une certaine marque seulement de réconciliation. Tant qu'on écoute, et ça vaut pour notre pays. Autant de la sécurité, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui proposent des solutions. Il n'y a que des... Bon, il y a ceux qui ont seulement voix au chapitre, qui parlent, et c'est eux qui disent qui est la vérité toute crue. Dans la réconciliation nationale, on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 personnes seulement qui ne parlent que de réconciliation, et c'est eux qui savent comment faire la réconciliation. Il faut avoir le courage et le génie d'écouter les autres personnes qui proposent autre chose. Et je dis aujourd'hui, la réconciliation aujourd'hui, tant qu'on ne mettra pas les antagonistes et les protagonistes ensemble pour qu'ils parlent de leurs problèmes, on va faire la foire. Maintenant, je dis la foire, mais ça ne marchera pas. D'accord. Évariste Fossé-Konsebo. L'acquis, c'est que déjà, en premier lieu, le chef de l'État lui-même a pris en charge la question par la création donc, de ce ministère qui lui est rattaché directement. Ça, on peut dire que c'est déjà un acquis. À partir de là, maintenant, le reste, c'est des divergences, notamment sur le mécanisme, les schémas, pour comment faire pour solder donc, ce passif qui est à 90 ou 95% lié, n'est-ce pas, c'est un passif des régimes répressifs, il faut le dire. En notre cas, ce n'est pas une guerre civile entre les Burkinabés, ce sont les répressions politiques, notamment parce que vous n'êtes pas du même bord, vous pensez autrement. Essentiellement, c'est ça. Comment il faut le faire. Et bon, il y a des acteurs qui sont là. Maintenant, c'est vrai que là où je suis d'accord avec André Gène, c'est qu'il n'y a pas une seule voie. Et je diverge aussi avec M. Lona sur la question. Le triptyque, en fait, vérité, justice et réconciliation, c'est un chemin judéo-chrétien. Moi, je ne suis pas sûr que ce chemin-là, on peut l'opposer à un musulman ou à un animiste. Et nous sommes en société, nous devons vivre ensemble. Et quand vous regardez les corps constitués, chacun, même les communautés, chacun a sa place. Donc il faut interroger tous ces gens-là. Et en fait, le mécanisme, le chemin devrait être une approche consensuelle de tout le monde. Or là, apparemment, on a déjà défini et on doit y aller. Mais à mon sens, c'est le forum qui devait donc tracer donc, ce chemin-là. Mais maintenant qu'on vient de le reporter, on aurait dû quand même nous donner un horizon. On ne donne pas d'horizon, on dit à une date. Est-ce que ça, quelque part, ça ne fait pas... Je ne sais pas, j'allais dire pas sérieux, mais je ne veux pas le dire. Pour un sujet aussi important... Allez, sois courageux. Un sujet aussi important, on aurait dû donner quand même un horizon. On dit non, à une date ultérieure. Donc, vous voyez, donc tout ça peut-être que ça dénote des difficultés. Hein, et ce n'est pas simple. Bon, touchons du bois et souhaitons, espérons que 2022 va nous permettre d'aboutir et de régler, de solder tous nos comptes. Maître. Ah oui. Acquis, échec, perspective par rapport à la réconciliation nationale. Non, je pense que la Côte d'Ivoire a déjà tenu un forum de réconciliation nationale en 2000. Ça n'a pas empêché la guerre civile. Donc c'est pour dire que si une réconciliation nationale, n'est-ce pas, ne prend pas en compte tous les aspects et les problèmes fondamentaux, ça n'aboutira pas. Ça nous ramène, n'est-ce pas, à la journée de la paix, organisée sous l'égide de Blaise Compaoré, l'ami de Iseka Lengani ici présent, mais qui n'avait abouti à rien. Donc c'est pour dire qu'il faut prendre tous les aspects. Et pour moi, la réconciliation a 3 aspects. Vous avez la réconciliation politique, voilà, et le forum organisé en Côte d'Ivoire, c'était surtout politique, voilà, par rapport au problème de Alassane Ouattara, etc. Tout. Donc la réconciliation politique, ça concerne une minorité de gens. C'est des hommes politiques avec leurs partisans
ça n'a pas d'effet d'impact social. Par exemple, en Afrique du Sud, le forum avait un impact social parce que l'apartheid impactait la société sud-africaine. Et la lutte avait commencé depuis longtemps. Ici, la réconciliation politique impacte très peu de gens. Donc, ensuite, il y a la réconciliation sociale. Nous avons des déplacés. Tous ces gens-là, il faut qu'ils se sentent citoyens burkinabés. Il faut leur réinsertion. Et si le forum sur la réconciliation nationale ne tient pas compte de ces aspects-là, il aura manqué, n'est-ce pas, un de ses points principaux. Il y a les veuves, les orphelins, les déplacés, tout. Il faut que le forum-là prenne en compte leurs problèmes aussi, pour qu'ils se sentent citoyens. Ensuite, il y a l'aspect... Le ministère de la Réconciliation nationale a travaillé sur 3 documents principaux. Il s'agit d'avoir la réconciliation, comme on dit, politique, avec les crimes, etc. Il y a la réconciliation liée, effectivement, à la question sociale, donc qui prend en compte les aspects... Et il y a la réconciliation économique. La réconciliation aussi... l'aspect économique. Voilà, l'aspect économique concerne quoi? Notamment... regardez, par exemple, il ne peut pas avoir de réconciliation sociale dans un pays s'il y a un fort écart entre les salaires dans la fonction publique. Donc, dans le privé, on n'en tient pas compte parce que les privés se gèrent comme ils l'entendent. Donc, ça, c'est un aspect. C'est pour ça que j'ai proposé ici, et je revendique, c'est mon idée, la mise à plat des salaires depuis 2016. Et je ne sais pas si l'Europe aura le leadership nécessaire pour exécuter cela. Donc, depuis 2013, il tourne en rond. Il ne sait pas par où prendre la chose. Moi, j'avais même dit que s'il ne sait pas comment faire, de venir me consulter. Je lui donnerai les méthodes et comment procéder. Ensuite, autre aspect de la réconciliation économique, c'est l'emploi des jeunes. Il faut que vous savez pourquoi il y a beaucoup d'insécurité dans les villes comme ça. Même moi, j'ai été agressé devant chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se sentent mis à l'écart. Ils ne sentent pas qu'ils participent, que l'État tient en compte. Est-ce que, maître, à le faire ainsi, on va faire un programme de société avec la réconciliation? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects qui sont plus prioritaires sur lesquels il faut accélérer? Parce que dans tous les pays, il y a l'insécurité, il y a la criminalité, mais ce n'est pas des questions forcément de réconciliation. Si on a parlé de réconciliation, autant prendre tous les aspects. Je vous ai dit ici que le problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire n'a pas abouti parce qu'il n'a pas pris en compte des aspects fondamentaux de la société ivoirienne. Est-ce que vous avez vu? Donc, la réconciliation en Afrique du Sud, ça a plus ou moins abouti parce qu'il a pris en compte un aspect qui était fondamental dans la société sud-africaine. Ici, vous avez remarqué que l'insécurité urbaine s'accroît, l'indiscipline, tout ça. Donc, c'est des aspects que le Forum de la réconciliation doit essayer de couvrir pour qu'on essaie de trouver les voies et moyens pour que la société burkinabé vive en paix et dans une coexistence harmonieuse ensemble. C'est ça la réconciliation nationale. Merci. Sinon, ce n'est pas pour se réconcilier, n'est-ce pas, les hommes politiques et tout. Un pacte de vivre ensemble également qui a été élaboré, ou en tout cas qui est en projet d'élaboration par le ministère, qui doit être soumis également au forum, et son adoption va donc permettre d'aller sur vraiment une société plus équitable. Je suis heureux de l'apprendre et j'espère qu'ils mettront les moyens. Et Valérie, vous avez dit quelque chose, puis Lengani va terminer. C'est juste pour... c'est une idée qui vient par rapport à l'idée de réconciliation économique qui sous-jacent à l'emploi des jeunes. Mais ça, comment on fait? On a un système éducatif qui forme les chômeurs. Si vous voulez changer ça, vous avez les outils, on a un ministre de l'Éducation nationale et tout. C'est par là qu'il faut agir. Merci. Évariste, Lengani? Ouais, plus que... En 2 minutes, et puis on va prendre 2 ou 3 interventions de l'extérieur. Plus que serpent de mer, comme l'a dit André Eugène, moi je dirais que c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes parce que c'était lorsque le pouvoir MPP a lancé au peuple burkinabé. Pendant 2 ans, on a grenouillé sur ça, pendant qu'il conduisait le pays au gouffre. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une utopie. Parce que nulle part au monde, il n'y a eu de réconciliation parfaite, ni de forum parfait. Mais le Tamela vient de prendre des exemples ici, même en Afrique du Sud. Sur certains aspects, c'est un échec total. L'égalité, entre blanc et noir, c'est pas une réalité. En Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est pas vrai. Donc ça, je dis que pour notre cas, il y a des priorités. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, la première priorité, c'est la réconciliation au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il est évident qu'aujourd'hui, dans ce corps-là qui est chargé de nous défendre face à l'île touriste, il y a des divisions incroyables.
qui ne peut pas se justifier dans un État en guerre. Il appartient au chef de l'État, qui a été le premier ministre de la Défense, d'imaginer des solutions à cette réconciliation. Vous ne pouvez pas mettre des militaires parias et d'autres non parias. Dans un pays en guerre où on doit mobiliser toutes les forces militaires, tous ceux qui ont appris à manier les armes doivent être amenés au front. Pendant ce temps, le pouvoir choisit de mettre en retraite des gens. Bon, autorise... Lengani, on va te permettre de continuer. On va prendre quelqu'un qui appelle notre premier téléspectateur. Bonjour, monsieur. Monsieur ou madame, je ne sais pas. Allô? Allô? Ah ben voilà. Hein. Oui, allô? On est encore en famille. Hein? Ok. D'accord. Donc, Lengani continue. Je disais que il y a, dans l'urgence, il y a cette réconciliation qu'il faut faire, ressouder notre armée autour de l'objectif principal qui est de bouter hors l'ennemi terroriste. Bon, ensuite, sur le plan politique, il y a aussi, et là, sur le plan politique, je pense que ça, c'est des symboles qu'il faut. C'est des symboles qu'il faut. Et ces symboles-là, je regrette de le dire, alors que Macky Sall ne peut pas les prendre, il ne peut pas les assumer. D'accord, Lengani, on continue sur les symboles, on prend d'autres téléspectateurs. Allô? 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 Alors, difficulté de liaison. Quand je parle de symbole, prenons tout simplement le cas Thomas Sankara. Prenons cet exemple-là. En symbole, de mon point de vue, c'est le retour de Blaise Compaoré, malgré cette affaire au pays. Pourquoi? Cela veut dire qu'il faut que le chef de l'État soit capable de convaincre ceux qui sont pour le procès qu'il ne s'agit pas de travailler pour l'impunité, mais de travailler pour le bien suprême de la nation. Il appartient aussi au chef de l'État d'être capable de montrer à Blaise Compaoré et à ses partisans que ce n'est pas un cadeau que je vous fais, mais je le fais par devoir pour la patrie burkinabé. Ça, c'est un leadership qu'il appartient au chef de l'État d'incarner. Mais je ne pense pas qu'il puisse le faire parce que non seulement il faut avoir la volonté, mais il faut être bien entouré. Bon, troisième aspect que je voudrais évoquer, c'est que je crois que la réconciliation nationale ne fait pas l'affaire du régime en place. Parce que s'il y avait réconciliation, vous pouvez être sûr que ce n'est pas ces gars-là qui allaient diriger ce pays-là. On a quand même, c'est une évidence d'école que ces gens ne peuvent pas. Parce que même en matière de démocratie. Ça n'apportera pas un crédit aussi au régime plutôt. Oui, mais je veux dire, de lui retirer même sur le plan démocratique, vous voyez ces gars-là élus à l'Assemblée? Bon, Lengani, on prend nos téléspectateurs. Bonjour, monsieur. Ah, là. Bonjour. Ah là, c'est très compliqué. Hein. Ah, oui. Lengani peut continuer. À force de me hacher, finalement, je dis que j'ai l'impression que la question de la réconciliation n'intéresse pas ces gens. C'est pourquoi je dis que c'est un marché de dupes. Moi, je trouve même qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui importe le plus au Burkina, ce n'est même pas de se réconcilier, c'est de s'unir. Moi, je pense que quand on parle de changer de paradigme, etc., c'est maintenant qu'il faut changer. Il faut songer à comment on s'unit pour faire face au terrorisme, comment on s'unit pour faire face aux conséquences du terrorisme dans notre pays. Je pense que dans ce sens-là, peut-être, s'ils essaient sur ce terrain-là, ils pourraient être beaucoup plus utiles pour la nation. Merci, Lengani. Et André, je voulais dire quelque chose. Oui, moi, je voulais dire, c'est pas... Parce que moi, je voulais dire la question sur la perspective, sur la question de la sécurité. Comme on l'a si bien dit, tout le monde le sait, chaque crise est une opportunité. Mais effectivement, il faut bien un leadership fort qui saisisse la crise pour bâtir l'opportunité. Je crois, regardez aujourd'hui ce qui nous arrive. On est en train de guerroyer, par exemple le Burkina est en train de guerroyer seul, comme s'il ne fait pas partie d'une organisation qui s'appelle le G5. Le Mali est en train de se débattre tout seul avec son Wagner et il est seul. Or, on sait par exemple, c'est comme si aujourd'hui, on faisait quelque chose arriver à Ouagadougou, et puis on laissait couper là, Koutougou, etc. Et puis on est en train de vouloir régler le problème à Ouagadougou simplement. Mais on sait que ça va se métastaser. Aujourd'hui, est-ce que nous avons un leadership qui nous dit, nous devons nous unir ou périr? Il faut aller les quoi. Mais est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons de façon
plus chose ici manifeste, qu'à Ouagadougou ou à Bobo, on fait comme si dans le Sourou ou dans le Sélo, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi la difficulté va être, la perspective va être difficile. Aujourd'hui, on aurait aimé, par exemple, voir le G5, et puis le Togo va arriver, le Bénin va arriver, la Côte d'Ivoire va arriver, parce qu'on va s'unir ensemble. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va pousser certaines personnes, les terroristes, par exemple, par exemple le Mali, si Wagner s'installe et qu'on les boute hors du Mali, ils vont venir dans d'autres pays. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Or, aujourd'hui, le leadership aurait voulu, par exemple, qu'au niveau de l'Afrique, au moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on s'unisse. Ça, c'est une perspective que le leadership doit mener de front. C'est de dire on ne peut pas combattre seul ce qui nous arrive en étant un seul pays. Or, aujourd'hui, vous avez des terroristes que vous chassez au Burkina, et une fois qu'ils font... Saisissant cette occasion, je voudrais poser la question à vous tous ici. Comme André Gène vous le dit, pourquoi sur le plan de l'intégration sous-régionale, pourquoi nous on n'a pas d'avion? Est-ce que la Côte d'Ivoire a des avions? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne donnerait pas des avions pour, par exemple, faire notre guerre? Mais c'est que nous emprunter pour quelques temps. Non, ça dépend. Vous savez, entre États, c'est les accords de coopération. Mais nous, on a le TAC, traité d'amitié et de coopération. Non, attendez. Le traité d'amitié et de coopération est à but économique et d'intégration sociale éventuellement, mais pas militaire. Est-ce que le traité-là inclut dans ses dispositions la coopération militaire, comme j'ai eu, et l'assistance militaire? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, est-ce qu'il y a ce genre de traité entre États? Même s'il n'y en a pas, est-ce qu'on a essayé, est-ce qu'on a initié des négociations dans ce sens? Sinon, on a déjà eu à l'Ouest une opération conjointe, vous savez que par exemple, l'une des pierres d'achoppement en Europe, c'est l'Europe de la défense. Et c'est sur ce point que Pierre Mendès France a été démis de son poste de président de conseil en 1954. Parce qu'il était question de construire une Europe de la défense et les pays n'arrivaient pas à s'entendre sur ce point-là. Donc vous savez que le problème de la défense est primordial dans le problème de la souveraineté de chaque État et dans la gestion de chaque pays. Merci, maître. Donc, je pose la question aussi aux autres parce qu'il nous reste qu'une minute et quelques. Donc très rapidement, pourquoi nous on n'a pas des problèmes d'avion ici? Pourquoi les autres pays ne nous donneraient pas? Sommes-nous pas allés chercher ou y a-t-il des problèmes? Alors qu'on parle d'intégration sous-régionale, on peut créer le G5, on ne peut pas se passer des avions pour combattre. Selon vous, très rapidement, les gars. Oui, moi je pense qu'effectivement sur ce plan, il y a beaucoup à faire. C'est l'idée géniale du panafricanisme qui n'a jamais pris corps, de l'Union africaine qui ne veut rien dire, de la CEDEAO, de l'UEMOA qui ne veut pratiquement rien dire parce qu'il n'y a pas de contenu réel vis-à-vis des populations. Sinon, ça devait être coulé de source qu'on a des problèmes d'hélicoptères, la Côte d'Ivoire en a, le Togo en a, etc. Le Nigeria qui est très avancé. On peut en prendre pour des opérations ponctuelles et puis ça dépend parce que les autres aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi leurs problèmes à résoudre. Bon, et je voudrais ajouter, je fais une petite virgule par rapport au VDP. Pour dire que de mon point de vue, peut-être qu'il faut penser aujourd'hui à redéployer autrement les VDP. Je pense par exemple des VDP de Ouagadougou qui sont là, qui se trouvent les pouces... Les Korolo surtout qui sont là et qui, pour attraper les petits voleurs, pour qu'on n'ait pas les déployer, pour appuyer les gens de Titao par exemple, au lieu que tout le monde reste à Ouagadougou. Merci par les exemple, Non, ce que vous dites là, c'est une question qui est aussi... comment dirais-je, complexe, mais qui est réel et qui est aussi lié à l'évolution des États, des nations. L'Afrique a pu, pour les ensembles économiques, UEMOA, BCAO, on a pu quand même faire quelque chose qui marche, quoi qu'on dise, avec des limites. Mais en revanche, pour les ensembles, les regroupements politiques, c'est nul. On n'a jamais pu le faire. En tout cas, on est au thème de cette émission. Merci à vous. Sur les VDP, je l'ai vu par exemple, le premier VDP, le président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui s'est proposé VDP, qui monte à Titao avec... Merci Lengani, à tous et à tous. En tout cas, pour 2022, beaucoup de santé pour nous tous, pour qu'on puisse être là chaque fois, que les téléspectateurs aussi puissent être là pour nous suivre et que la confiance entre nous et nos téléspectateurs au Burkina, aussi bien dans la diaspora, qu'il y ait beaucoup de paix au Burkina Faso, qu'il y ait la sécurité, pour qu'on puisse continuer de développer notre pays cher à nous. Merci à vous tous sur ce plateau. Un mot, chacun, vraiment une seconde, parce que... Vous avez souhaité bonne année à tout le monde, je crois que c'est ce que nous laissons à faire en fin d'émission, que la paix revienne dans notre pays. En tout cas, s'il y a un mot qui est en 4 lettres et qui est le plus cher à tous les Burkinabés, c'est la question de la paix. Tout le monde veut la paix et que la paix revienne vivement.
Et c'est ça notre prière. Non, moi je dirais que je n'ai pas de vœu à faire, parce que le vœu c'est du folklore. Chacun est artisan de son histoire. Donc moi ce que je souhaite est qu'en 2022 soit une année de prise davantage de conscience au niveau individuel et au niveau collectif. Mais j'appelle chacun à agir sur son histoire. Que chacun prenne plus conscience de son histoire, de ce pourquoi il est ici sur Terre, de sa destinée, et que chacun acquiert plus de sagesse. Et tout en sachant que c'est à chacun de travailler pour cela. Merci, Maître Lengani. La paix. On prie vraiment que Dieu entende nos prières parce qu'il nous reste plus que ça. Et vraiment, on compte beaucoup sur la sagesse de nos hommes, aussi de culture, des hommes de droit qui sont là, de la société civile qui nous entoure, pour que vraiment la paix revienne dans ce pays-là et que cette paix-là soit retirée des mains, cette quête de la paix-là soit retirée des mains des politiques pour vraiment être au niveau des populations. Justement, moi, tous les problèmes, c'est les politiques dans ce pays. Et j'espère et je prie qu'ils soient mieux inspirés et qu'ils ne voient pas le Burkina comme étant leur champ, mais ce Burkina, c'est le champ de tout le monde. Et merci. Qu'ils travaillent à ce que, après eux, le pays continue d'exister. Merci, Évariste Fossin-Concebo, qui était avec moi sur ce plateau, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Maître Kielem Apollinaire de Tambela, donc avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. C'est rare, mais maître aujourd'hui le vestimentaire est très rare aujourd'hui, on ne connaît pas dans ça, quoi. Ah non, je suis fréquent dans ça. Ah bon, hein? Donc, et puis, André Eugène Ilboudou, directeur de la radio des écoles, merci d'être passé. Et puis Lengani Isaka, merci d'être passé. Lengani Isaka est directeur de publication de l'opinion, journaliste. Donc merci à vous qui nous avez suivi. Je note que je n'ai pas les lunettes noires aujourd'hui. Ah bon, d'accord, bien sûr. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.